Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Jacques Rigaud est un dessinateur né en Provence en 1680. Il est surtout connu pour une œuvre intitulée « Les Maisons Royales », un ensemble rassemblant plus d'une centaine d'estampes de châteaux et de jardins comme Versailles ou Chambord. Amboise, bien sûr, figure parmi les châteaux qu'il a dessinés, nous permettant de voir le monument tel qu'il était en 1750, sous 3 angles différents. Il y a d'abord la façade sur la Loire, où figure le pont qui sera détruit en 1875, mais qui, comme cette photo le montre, était toujours là en 1843. On peut voir, à l'extrême gauche, le couvent des Minimes et sa chapelle, et certaines des maisons figurant sur ce dessin existent toujours. À l'extrémité est du château, un élément fait débat auprès des historiens puisque certains voient dans cette partie les prémices de la construction d'une 3e tour, ce que d'autres réfutent. Pour la gravure suivante, Rigaud a dessiné la face sud du château. On peut voir que la chapelle n'a pas de flèche, flèche qu'elle ne retrouvera que vers 1840. Il y a aussi une porte d'entrée de la ville qui doit être la porte Titeri, et cet édifice pourrait être la tour Boileau, dont il reste aujourd'hui de faibles traces. On voit aussi sur ce qui est aujourd'hui les Châteliers, une sorte de tonnelle dont on ne possède aucune autre représentation. La 3e vue nous propose de voir la cour intérieure du château à cette époque. On remarque la présence de la collégiale Saint-Florentin, où était enterré Léonard de Vinci. Ce bâtiment, accolé à l'aile Louis XII et qui est présent sur le plan de Ducerceau 200 ans avant, a lui aussi disparu. Cette gravure permet aussi d'éclairer un dessin sensiblement de la même époque, dû à Pierre-Henri de Valenciennes, qui représente la sortie de voûte qui mène sur les terrasses du château. On voit sur le dessin de Rigaud des colonnes. Et l'on retrouve une de ces colonnes sur le dessin de Pierre-Henri de Valenciennes, ce qui permet d'imaginer que l'auteur du dessin était positionné à cet endroit. En 1976, à la demande de Michel Debré, maire d'Amboise à l'époque, l'Île d'Or s'est enrichie d'une statue représentant Léonard de Vinci. Ce bronze, d'environ 4 mètres de long, est l'œuvre du sculpteur italien Amleto Cataldi et a été réalisé aux environs de 1924. Amleto Cataldi est né à Naples en 1882. On sait peu de choses sur les conditions de la création de cette statue. Une des versions de son origine serait que le ministre plénipotentiaire de la République de Saint-Marin à Paris, Enrico Garda, serait venu à Amboise dans les années 20 et, déçu de l'absence de représentation de Léonard de Vinci dans la ville où il est mort et enterré, aurait commandé cette statue à Cataldi. Une autre théorie justifierait que la démarche de ce même Garda, dont l'action pour la réalisation de cette statue n'est pas contestée, serait motivée par l'attitude de Bonaparte pendant la campagne d'Italie. En effet, Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, admirait la République de Saint-Marin et l'a épargnée pendant cette campagne, en lui offrant même des canons que ceux-ci ont refusés. Ce qui est sûr, c'est que la République de Saint-Marin a offert cette statue à la ville de Paris en 1935 et celle-ci en est toujours propriétaire puisque cette œuvre est seulement en dépôt à Amboise. On trouve aujourd'hui de nombreuses œuvres de Cataldi en Italie, comme celle-ci au Stade olympique de Rome
ou ce monument aux morts de Luciano, ville natale de sa mère. Bien qu'il soit photographié ici aux côtés d'Umberto de Savoie, fils du roi d'Italie, et là avec Margareta Sarfati, maîtresse de Mussolini, Amleto Cataldi, mort en 1930, n'est pas perçu comme un artiste proche du régime fasciste italien. Si depuis plus de 5 siècles la ville d'Amboise a beaucoup changé, certaines choses sont immuables. Je veux parler ici de la cloche du Beffroi qui, depuis 1501, rythme la vie des Amboisiens. Cette cloche, que l'on peut apercevoir dans son clocher, mesure 1 mètre de hauteur pour une circonférence de 4 mètres. C'est un fondeur d'Orléans qui l'a réalisée en 1500. Elle porte une inscription qui, transposée en français moderne, dit « Je fus faite en 1501 pour sonner toutes les heures et je pèse environ 3000 livres. J'ai été offerte par Monseigneur de Ranille et le bailli Raymond de Deseste a offert mon mouvement d'horlogerie. » Le mouvement dont il s'agit est bien sûr l'horloge qui a été fournie par René Rousseau, horlogeur à Langeais. Mais cette cloche n'était pas la seule à sonner dans le ciel d'Amboise. Dans le clocher de l'église Saint-Denis, elle avait des concurrentes. Par contre, celles qui y résident aujourd'hui sont plus récentes, bien que ce soit très relatif, puisque la plus ancienne, François Guillard, a été fondée entre 1684 et 1717 et porte ce nom par l'inscription qu'elle porte « Je suis à François Guillard, chevalier seigneur de Praville et de la Bâme ». La seigneurie de la Bâme est à Coudes, dans le Loir-et-Cher, à 40 km d'Amboise. Il est possible que cette cloche provienne de la chapelle du château de Bâme, aujourd'hui détruite, et ne soit arrivée à Amboise qu'au XIXe siècle. Elle est plutôt petite puisqu'elle fait 41 cm de haut. Elle est actuellement silencieuse, ce qui n'est pas le cas des 2 autres cloches qui habitent ce clocher. La deuxième, la plus imposante, avec son diamètre de 130 cm, porte le nom de Marie-Geneviève et est installée depuis 1728. C'est elle qui a pour tâche de sonner les heures. Quant à la troisième, qui s'appelle Jeanne d'Arc, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle est là seulement depuis 1930. Son rôle, à elle, consiste à sonner à la volée pendant les Angélus que l'on entend 3 fois par jour. Mais il subsiste à Amboise une dernière cloche intéressante, même si elle est silencieuse depuis 140 ans. Elle ne porte pas de nom et avait été installée en 1840 dans le clocher de la chapelle Saint-Hubert à la demande de Louis-Philippe, roi des Français, qui était propriétaire du château. Comme à cette époque on célébrait des offices religieux dans la chapelle, elle était régulièrement utilisée. Mais lors de la restauration de cette chapelle en 1880, l'architecte a oublié de ménager une ouverture pour remettre la cloche dans la flèche et elle est restée confinée silencieusement dans les combles depuis cette date. Heureusement, la restauration de la chapelle lui permettra de temps en temps de sortir de son silence centenaire. Le 25 octobre 1919, l'Assemblée nationale vote une loi pour la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre, c'est-à-dire la guerre de 14-18. Le 8 décembre 1920, le conseil municipal d'Amboise, sous la présidence du maire Émile Gounin, décide la constitution d'un comité chargé d'élever un monument à la mémoire des enfants d'Amboise morts pour la patrie. Le premier endroit retenu est la place du Commerce, ancien nom de la place Richelieu. Comme Photoshop n'existait pas, le comité fait réaliser une photomontage du monument pour étudier son intégration dans la place. Le choix de l'emplacement du monument, place du Commerce, est contesté par plusieurs pétitions et, le 17 décembre, la décision est prise d'ériger le monument sur la place de Gare d'Eau, c'est-à-dire à côté de l'actuel office de tourisme.
Le 27 septembre 1922, le comité confie la réalisation du monument à Camille Garand, un jeune sculpteur, et à Gustave Angibault, un marbrier amboisien. Le coût du monument est de 25 000 francs, ce qui correspond à 30 000 € aujourd'hui, dont un peu moins d'un tiers est fourni par une souscription publique lancée par la municipalité. L'inauguration du monument a lieu le dimanche 13 juillet 1924. Consécutivement aux autres conflits où d'autres Amboisiens perdront la vie, des noms seront rajoutés sur le monument et de petits modules complémentaires seront installés, ce qui amène en 1973 Michel Debré, maire d'Amboise à l'époque, à décider l'érection d'un nouveau monument à la pointe ouest de l'île d'Or. Dans le Courrier d'Amboise, journal de la municipalité, il explique que l'actuel monument, quelle que soit sa qualité, ne constitue plus un mémorial à la hauteur de notre gratitude. La réalisation du monument sera confiée au sculpteur Henri Déric et sera financée par le ministère des Affaires culturelles. En dehors du dépôt d'une gerbe par la municipalité le 14 juillet 1975, le monument sera très vite délaissé, en grande partie par l'opposition que manifesteront des particuliers ou des associations d'anciens combattants, comme l'UNCAFN, qui votent contre le déplacement du monument. Tant et si bien que le 18 janvier 1982, le conseil municipal confirme son accord avec les anciens combattants pour que l'ancien monument aux morts soit transféré de son emplacement du début à celui que nous connaissons aujourd'hui à côté du kiosque à musique. Quant au monument aux morts de l'île d'Or, il est toujours là, ayant reçu depuis peu le label Architecture contemporaine remarquable.